Bonjour à tous et bienvenue. Une petite analyse sur une société qu'on m'a demandé sur Covivio. En effet, j'ai fait un sondage pour une analyse plutôt foncière cotée ou plutôt share acquisition et on m'avait mentionné donc Covivio et Frey. On en reparlera. Premièrement, on va commencer par Covivio, puis la prochaine suivra par la suite. Mais c'est vrai que c'est des foncières que j'ai pas encore présentées sur cette chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon dans les commentaires. Je ne cesse de délivrer du contenu à 90% gratuit sur des guides, sur des analyses, et encore une fois avec des vidéos spécifiques. Et c'est souvent la partie PDF que je transmets sur des analyses comme Alexandria, où je rédige quasiment plus de 20 pages sur ce type de société. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est dans la description. Premier point, je vais quand même vous présenter à minima Covivio. Qu'est-ce que c'est que Covivio? Donc c'est une entreprise française, c'est une SIC, société d'investissement immobilier cotée, de premier plan, principalement sur de l'immobilier européen. Au 30 juin 2025, j'ai pris les derniers rapports pour avoir les chiffres à jour. Le portefeuille diversifié s'élève quasiment à 23,6 milliards. Également, on ne peut pas oublier, il y a Covivio également Hôtel. Il y a deux types d'entités. Moi, j'ai pris Covivio format classique avec la partie bureau. Valeur du portefeuille comme mentionné, la localisation, 94% dans des localisations mentionnées donc centrales. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une foncière qui est diversifiée comme en France. On a un nombre assez important de foncières diversifiées. On va être sur 50% de bureaux, on va être par la suite sur 20% d'hôtels et 30% de résidentiels d'Allemagne. Alors c'est rare d'avoir des foncières qui ont du résidentiel et Covivio justement en fait partie, d'avoir ce petit côté défensif notamment au sein de son portefeuille. Je rappelle, on peut avoir aujourd'hui quelques foncières cotées telles que Vonovia par exemple dans un PEA, et c'est de l'immobilier résidentiel, notamment en Allemagne. La plupart de l'immobilier en Europe, de foncières cotées, ça se situe principalement en Allemagne. Donc 3 pays, France, Allemagne, Italie, 50% donc de bureaux, Paris, Milan, Berlin, vous avez compris, c'est quand même les grandes villes, le résidentiel 6 juin et la partie hôtel. On continue, un point important que je ne cesse de mentionner, c'est la partie échéance au niveau des baux et le taux d'occupation. La maturité moyenne en prenant en compte l'ensemble des activités, mais attention, on va voir les points importants que je dois vous mentionner. On est sur 6,3 ans, donc c'est bien, on a quand même de la visibilité. Bon, le point important, c'est les bureaux. Comme vous savez aujourd'hui, les bureaux sont dans un contexte assez difficile, il faut vraiment un emplacement premium. Donc là, il faut vraiment regarder les adresses, je viens de vous dire, des bureaux par exemple de Covivio, si ça vous semble pertinent ou non. 4,9 ans, encore une fois, il faut regarder si c'est le WALT, c'est-à-dire l'échéance, ou si c'est un break. On va le revoir rapidement par la suite. Donc 4,9 ans, on a un peu de visibilité, c'est pas le plus mal, mais lorsqu'on est par exemple pour France, on va être sur un bail de 9 ans, on arrive quasiment à sa moitié. Donc attention au renouvellement, du moins des baux sur la partie bureau. Hôtellerie, on est vraiment sur des durées légèrement plus longues, et c'est rare que le preneur parte par la suite, vu les engagements. Voilà, on est sur 10 ans. Donc en tout cas, une petite moyenne, on est sur 6,3 ans. La plupart des échéances des baux, c'est en 2031. Donc on a largement quand même le temps de voir les choses, mais attention au niveau bureau. Le taux d'occupation est quand même très bon. Le résidentiel en Allemagne, 98,9, super. Le total du portefeuille, 97,2. Et les bureaux à plus de 95. La qualité du portefeuille se traduit par un taux d'occupation qui est quand même très très bon. On est quand même sur des maturités assez longues au niveau des baux. On a quand même une visibilité sur du long terme, notamment sur les flux de trésorerie, donc les fameux cash flows. Les performances sont plutôt bonnes, j'allais vous dire, à périmètre courant 4,8 et périmètre constant quasiment 3,5. Bon, le moteur, c'est principalement l'indexation, comme vous le savez. Lorsqu'on a investi sur différents actifs, on est indexé soit à l'ILC, soit à l'ILAT. Et sur le bureau, c'est principalement donc l'ILAT. Voilà, indexation plus 2,1 points. La partie relocation, c'est bien. Et réversion positive, c'est dans le cas où on a reloué un petit peu plus cher. Donc ça, c'est bien. Mais ça reste infime, c'est surtout l'indexation. Et je pense que ça risque de baisser par la suite, car l'indexation est indexée à l'inflation, et aujourd'hui, elle est quasiment flat. L'hôtellerie, pareil, on est quasiment à plus 1,5, c'est très bien, on a pas mal de loyers variables par rapport au bon chiffre d'affaires du preneur. Et partie résidentielle, donc en Allemagne, on a quand même pas mal de relocation, donc c'est quand même pas mal. Donc les chiffres sont plutôt bons sur ce T3 de 2025. Indicateur de valeur et de rendement, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, le rendement sur du résidentiel est plutôt faible à 4,2. La partie bureau, on a 5,9 et la partie hôtel à 6,4. Je rappelle qu'Ovivio a vraiment une carte à jouer sur la partie hôtel. Ils sont vraiment quand même très bons dans ce domaine en question. Donc le rendement par segment, c'est le yield. On ne parle pas de rentabilité, on parle de rendement. Les dettes et la solvabilité. Vous savez que la dette, j'accorde un point qui est quand même très important, c'est sur la dette, sur la solvabilité, encore une fois. Concernant la notation financière, c'est du BBB+, c'est pas mal.
LTV, c'est très bien, on est en dessous de 40. ICR, on est bien au-dessus de 2,5, donc ça, c'est super. Par contre, Debt to EBITDA, on est à 10,7. C'est beaucoup trop, enfin, c'est quand même très important. J'estime une foncière aux alentours de 5, 6, 7, c'est le maximum. 8 éventuellement, parce que on va se développer, pourquoi pas, comme par exemple on a sur de tête Wars de Pau. Mais sinon, moi, je trouve ça vraiment trop, trop important. Donc attention, gros point de vigilance sur la partie dette ou EBITDA. Et la durée de la dette, 4,8, c'est quand même assez faible face à d'autres acteurs. Mais le taux est relativement faible. On a un coût de 1,67% le coût de la dette. Donc c'est vraiment très, très, très faible. L'indicateur, indicateur EPRA, comme vous le savez, on n'est pas sur des AFFO ou des FFO comme on a vu au préalable sur les foncières cotées américaines. On est sur l'EPRA et on va voir les perspectives. Bon, on a une croissance de l'EPRA, donc on va dire, grosso modo, c'est l'FFO Adjusted Earnings, soit 2,38 par action en circulation. La partie EPRA NT, c'est celui qu'on regarde, c'est à peu près la valorisation du patrimoine sur une action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les actifs de Covivio, par nombre d'actions, ça représente 80 €. Aujourd'hui, évidemment qu'on a une décote. Principalement, l'ensemble des foncières a une décote par rapport aux chiffres mentionnés. Deuxièmement, on n'a pas forcément les détails sur ce chiffre. Donc attention, c'est pas non plus la science exacte, forcément, d'investir lorsqu'on a une décote. Je préfère me fier, moi, par rapport aux revenus. Au moins, on est sûr de pouvoir visualiser et de pouvoir se projeter sur les revenus générés par la foncière. Et on a un EPRA yield de 4,6. Bon, voilà. Donc dans l'absolu, c'est bien, on a quand même des perspectives de croissance en termes de résultats pour Covivio, donc les résultats étaient vraiment très bons. Donc petite conclusion, les points clés, vous ne vous inquiétez pas, après on va passer sur différents sites pour analyser quand même la foncière un petit peu plus dans le détail. Donc le portefeuille, vous avez compris, on est sur des actifs premium, on est diversifié. Alors c'est bien et pas bien à la fois, j'estime qu'on ne peut pas être un expert sur toutes les actifs. Ça a été illustré à plusieurs fois que les foncières diversifiées sous-performent les foncières qui sont plutôt spécialisées, qui sont vraiment sur une classe d'actifs en question. Ceci étant, c'est une très très jolie boîte. Les performances sont plutôt solides, les indicateurs sont bons, il y en a quand même une discipline financière, sauf la partie dette ou EBITDA. Donc attention, sensibilité évidemment au taux d'intérêt, on est bien qu'à 92%, il y a quand même une couverture, fort heureusement. Attention au marché du bureau avec les échéances au niveau des baux. La gestion des options de rupture des baux, 1,5% en 2025. Pour l'instant, ça va, mais il faut regarder par la suite. Un point important également à regarder, c'est un objectif, donc le bénéfice net récurrent. Voilà. Il faut surtout regarder le net récurrent chaque année, s'il augmente ou non, pour savoir si Covivio va créer de la valeur pour les actionnaires. Donc voici quelques petits slides, je crois que j'en ai fait 8, voilà, 8 slides sur Covivio pour vous présenter rapidement cette foncière de qualité. Lorsqu'on est sur AllRate, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Vous savez que j'aime bien moi ce logiciel en question. Ça se paye quasiment 12 fois les PRA. Est-ce que c'est cher? On va voir ça de suite. Voilà, ça se paye, ouais, c'est un petit peu inférieur par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes. Ça se paye en moyenne, on va dire une petite quinzaine de fois. Ok. Le yield, on a quand même 6,3% de rendement. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. C'est une foncière qui n'a cessé de délivrer le rendement, même si on a quand même des années, on va dire en dents de scie, parce qu'on n'est pas sur du triple net comme on a aux US avec la même visibilité. Concernant le PE ratio, très bien, rien à redire. Les revenus, c'est bien croissant, les PRA par share, pareil. Le problème étant, c'est que les PRA par share, donc les revenus par action, stagnent. Voilà. C'est dommage, on n'a pas vraiment une croissance comme on a sur certaines foncières américaines. Debt to assets, c'est limite, mais ça passe. Moi, ce qui me dérange, la partie debt to EBITDA. Le portefeuille, bon, dans l'ensemble, ça stagne aussi. Le taux d'occupation, très bon. Et la partie largest tenant, on est bien inférieur, donc à 5%, voire 10, c'est ma limite. Donc vraiment rien à dire, c'est super. On va regarder le dernier petit quarter, celui de July. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu la fin, juste pour vous montrer quand même 2-3 petits points. Là, c'est les revenus par area, par classe d'actifs. Donc on peut se rendre compte que c'est vraiment la partie office qui prédomine. On a par la suite donc, la partie donc Germany, la partie hôtel. Donc la partie lease, donc c'est la partie en fait sur les baux et l'expiration. Nous, ce qu'il faut regarder, attention de ne pas confondre entre les breaks et l'échéance du bail en question. C'est-à-dire que au H1 2025, dans 4,9 ans, les preneurs, les locataires, ne peuvent aujourd'hui peuvent partir, ont la possibilité de partir. Voilà, la fermeté, elle s'arrête à 4,9 ans. Donc attention sur ce point-là, si les preneurs partent, notamment sur la partie office, les conséquences peuvent être tout simplement importantes pour la foncière. Ça se termine en 5,5 ans, mais ils ont quand même une fenêtre de tir pour sortir dans 4,9 ans. Moi, c'est vraiment un point que je regarde vraiment avec vigilance. Donc la partie, donc le nombre de baux avec les échéances, quand c'est qu'ils peuvent partir, donc c'est quand même bien lissé dans le temps. Donc ça, c'est quand même un point mentionné. Ça se joue pas sur la même date comme on a par exemple un peu plus sur, j'avais analysé, c'était Gecina. Donc attention sur ce point-là.
Et après, pareil, le secteur par activité, on est quand même bien diversifié. 25 Office France, 16 Italie, 6 en Allemagne, 26 hôtels et 27 dans le résidentiel allemand. Donc c'est quand même une boîte qui est très bien diversifiée. Donc voilà, très très jolie foncière en France côté. Alors si je joue le graphique de Covivio avec une petite analyse graphique, donc à ce jour on est plutôt sur la partie sur le bas de la fourchette si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce qu'en tout cas pour ma part c'est une boîte qui m'intéresse? Je trouve que c'est encore un petit peu cher. On peut évidemment toucher les plus bas comme on a eu en 2008-2009, on a touché un petit peu en 2023. Aujourd'hui on stagne, on est quand même plutôt baissier dans l'absolu. Un autre point qu'en tout cas pour moi qui me freine un petit peu, encore une fois c'est ma vision et en aucun cas mes propos sont des conseils en investissement. Bon, le premier temps c'est sur Fasaf, on n'a pas trop de visibilité, mais moi en tout cas, c'est ce là où j'ai un peu plus de mal, c'est au niveau de la partie AFFO, la partie des earnings. Alors on va peut-être voir les voilà. Dans l'absolu, aujourd'hui, est-ce que c'est sous-valorisé? La réponse est oui, hein. Normalement, ça se paye un peu plus cher, ça se paye environ 14 fois. Aujourd'hui, on paye ça quasiment 11 fois. Alors là, on parle de PE, mais c'est le earning per share. Je sais, pas d'inquiétude. Mais c'est phase graph et j'ai pas d'autres données. Sur la partie flux, sur la partie cash flow, voilà, j'ai pas grand-chose. Voilà, dans tous les cas, ça se paye moins cher que normalement son price à FFO qui se paye environ 15 fois. Aujourd'hui, on paye ça à quasiment 11,90. Le bémol que je voulais quand même vous mentionner, c'est la croissance. Est-ce que c'est constant ou non? C'est FFO. La réponse est non. Regardez, on était à 5,18, 5,44, 4,66. Là, 4,47, 4,64, 4,70. Donc d'après les résultats, c'est bien. On reviendrait sur des niveaux assez intéressants. Mais là où j'ai du mal, c'est sur la visibilité des flux qui arrivent. Donc c'est une boîte qui est très bien diversifiée. Le premier temps, c'est qu'on n'a pas vraiment le triple net comme on a eu aux US. On a un dividende qui est très très bon. On paye ça vraiment pas très cher, entre guillemets. Mais le premier temps, c'est les perspectives de croissance. Voilà, on paye un prix parce que la croissance est modérée. D'une part parce qu'on est diversifié et d'autre part parce qu'on est en Europe. Donc aujourd'hui, on achète quelque chose qui est sous-valorisé, ça c'est un premier point. On a un yield qui est pas mal du tout, 6,37. On est sur une boîte qui est pas trop endettée, qui est bien gérée. Donc pourquoi pas dans un fonds de portefeuille. En tout cas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.